Salam alaikum. Marhaba bikoum. Donc, dans la masterclass, Inch'Allah, on va parler de le PIB social et régionalisé. Mais avant de commencer déjà, j'aimerais bien, on fait un petit peu le contexte global le Maroc faire les années parce que c'est essentiel pour comprendre là où on vient et là où on souhaite aller vers l'avant. Tout d'abord, et c'est une question qui est assez essentielle, c'est qu'aujourd'hui, parmi les rares fois dans le Maroc moderne qu'on a une occasion et une opportunité d'or à travers une stratégie économique et une vision économique assez claire. Parce que dans le passé, on avait toujours soit des visions sectorielles, soit des politiques publiques sectorielles. On parle par exemple de l'automobile, on parle de l'aéronautique, on parle de l'agriculture, le Maroc vert, Génération Green, etc., etc. Mais aujourd'hui, les Marocains, ils ont discuté entre eux à travers la commission spéciale du nouveau modèle de développement pendant la crise sanitaire en 2020 et en 2021. Et aujourd'hui, nous avons une feuille de route qui est assez claire. Et bien évidemment, avec des indicateurs pour juger la performance d'ici 2035. Déjà, nous avons aujourd'hui un objectif essentiel, c'est de doubler notre PIB de 130 milliards de dollars en 2021 pour atteindre 260 milliards de dollars en 2035. C'est-à-dire pendant 15 ans, il faut qu'on travaille à travers pas mal de secteurs pour doubler notre PIB. C'est-à-dire sur l'impact direct sur les citoyens, que le revenu annuel du Marocain va passer de 8 000 dollars par an en 2021 à 16 000 dollars en 2035. Pour atteindre cet objectif-là, il y a pas mal d'indicateurs intermédiaires. Déjà, il y a l'essentiel, c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'il faut réaliser des taux de croissance avec deux vitesses. Il y a une première vitesse entre 2021 et 2026. Il faut qu'on aille vers un taux de croissance de 3, 4, 5%. Mais il faut qu'on accélère la vitesse pour atteindre 6, 7, 8% d'ici 2030 et après la Coupe du Monde de 2030. Donc ça, pour atteindre l'objectif ultime, c'est 260 milliards de dollars d'ici 2035. Il faut avoir des objectifs, parmi eux, un taux de croissance qui est assez essentiel. Il y a aussi pas mal d'objectifs intermédiaires. Parmi ces objectifs-là, il y a aujourd'hui, on voit aujourd'hui, si on évalue l'investissement de manière générale ici au Maroc, nous sommes à la hauteur de 450 milliards de dirhams par an. Mais la grande partie de l'investissement vient de l'État, vient à travers les départements gouvernementaux, à travers les institutions et les entreprises publiques et aussi à travers les collectivités territoriales, quelles que soient les régions, les provinces ou bien les communes. Notre objectif d'ici 2035, c'est doubler, c'est d'inverser cette pyramide-là. C'est-à-dire, au lieu d'avoir les 2 tiers de l'investissement qui vient du secteur public, on aimerait bien que le secteur privé qui va jouer le rôle et l'investissement public, il va rester un investissement de souveraineté. C'est-à-dire qu'il va y aller vers notre souveraineté énergétique, notre souveraineté sanitaire et notre souveraineté alimentaire. Mais c'est le secteur privé qui doit jouer le rôle principal. Il y a aussi un objectif qui est aussi intermédiaire, c'est qu'aujourd'hui, la participation active des femmes, elle est à la hauteur entre 19 et 20%. On aimerait bien aller vers 45% d'ici 2035. Bien évidemment aussi, il y a les disparités régionales, et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui dans cette masterclass, c'est qu'il y a un indicateur au niveau international qui s'appelle l'indicateur de Gini. Il dit qu'aujourd'hui, à travers cet indicateur-là, nous sommes à 45%. Donc on aimerait bien descendre de 45% à 30% d'ici 2035. Donc, ce qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un tableau de bord, nous avons une feuille de route qui est assez claire. On sait très bien là on vient et là on souhaite atteindre en 2035. Bien sûr, avec des chiffres bien détaillés et surtout avec un calendrier. Parce que dans le passé, toujours lorsqu'on parle des politiques sectorielles ou bien des politiques publiques,
on n'a jamais fixé le timing. On dit, voilà, c'est une politique d'emploi, c'est une politique de Maroc vert, c'est une politique d'énergie, etc. Mais voilà, on va y aller en 2028, en 2026, etc. Aujourd'hui, non, c'est entre 2021 et 2035. Donc c'est assez clair. Le constat qu'on a aujourd'hui, c'est que le NMD a été préparé dans un contexte international et national très complexe. Déjà, on l'a préparé pendant la crise sanitaire, on était avec les bavettes. Et aussi, par la suite, il y avait la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a aussi des saisons de sécheresse assez crudes pour l'économie marocaine. Donc, dans 3, 4, 5 ans, au lieu d'aller vers l'avant, on a ce que Sa Majesté le Roi a le qualifié avec le Maroc à 2 vitesses. Et parmi ces problèmes-là, il y a le grand problème, c'est par rapport aux disparités régionales, entre toutes les régions du Maroc. On a fait perdre au Maroc l'effort qu'on a fait depuis 2000 jusqu'en 2014. On a perdu à travers cette perte du pouvoir d'achat des Marocains de manière générale. Et la grande contradiction, c'est la participation active des femmes. On était à 20%. Au lieu d'aller vers 23 ou 24 ou 25%, on est revenu à 19%. Donc déjà, il y a une grande contradiction. C'est pour cela que Sa Majesté le Roi, pendant le discours du trône le 30 juillet dernier, il a insisté sur le Maroc à 2 vitesses. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons un Maroc avec 2 vitesses. Il y a un Maroc, l'axe, on peut dire, Tanger-El Jadida, donc qui participe à la création de la richesse, qui participe à la création de la valeur ajoutée, qui participe à la création de pas mal de postes d'emploi. Et nous avons des régions un petit peu éloignées territorialement. Je peux en citer la région de Tahat el-Filelt, la région de Goulmim par exemple, ou bien la région d'Oriental. Donc on ne peut pas continuer comme ça. C'est vrai qu'il faut aller dans deux lignes en parallèle, ce qui concerne par exemple les infrastructures, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'amélioration des infrastructures, les aéroports, les ports, le tourisme, etc. Il faut qu'on aille vers l'avant, mais il ne faut pas oublier notre Maroc profond territorialement, à travers lequel on devrait travailler essentiellement. Aujourd'hui, le constat qu'on a aujourd'hui, c'est que on ne peut pas réaliser un taux de croissance de 6 ou 7 ou 8% sans d'autres régions. Malgré tout ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on arrive à réaliser entre 3, 4 à 5% d'ici 2026 à travers notre politique. Par exemple, on parle d'automobile, on parle de l'aéronautique, le textile, l'électronique, le phosphate, le tourisme, l'artisanat, etc., etc. Mais on ne peut pas, parce que sur notre plafond, notre sommet, notre apogée va être vers 4% ou 5% grand maximum. Malheureusement, aujourd'hui, c'est que nous sommes passés d'un taux de croissance qui crée 50 000 postes d'emploi dans les années 90 et le début des années 2000. Aujourd'hui, un taux de croissance n'aboutit à presque entre 16 000 et 18 000 postes d'emploi grand maximum. Donc même si on crée 5% ou 6%, ce n'est pas suffisant pour les flux qui viennent chaque année dans le marché de l'emploi. Donc il faut qu'on travaille à travers ces régions-là. Je parle de la région de Tahat el-Filelt, la région de Goulmim, la région de Beni Mellal, la région de Fès, la région de Lyon, la région de Dakhla. Il faut qu'ils travaillent sur ça. Pour résumer un petit peu, ce NMD, ce nouveau modèle de développement, il a pas mal de vulnérabilités qu'au niveau central, aujourd'hui, ils sont cernés et on les prend en considération. Et il faut qu'on les règle d'ici 2027, 2028 au grand maximum pour qu'on passe à une deuxième vitesse. La première vulnérabilité, c'est la question de l'eau. Si on n'arrive pas à régler la question de l'eau, on ne peut pas y aller vers l'avant. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on va parler de l'agriculture, lorsqu'on va parler pour l'eau potable, etc., si on n'arrive pas à régler la question de l'eau, on va toujours être en dépendance à la générosité du ciel, ce qui n'est pas bien pour l'économie marocaine. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons un programme stratégique à la hauteur de 14 milliards de dollars, l'équivalent de 143 milliards de dirhams, à travers 4 éléments essentiels. Il y a ce qu'on appelle
l'autoroute de l'eau, c'est à travers la liaison entre les bassins hydrauliques entre le nord et le sud. Deuxième élément, on aimerait bien atteindre 36 stations de dessalement d'eau d'ici 2028-2029. Il faut qu'on travaille sur les stations d'eau usée traitées, au moins pour ce qui concerne l'industrie, les espaces verts et les golfs. Et le quatrième élément, c'est aussi qu'il faut qu'on continue la construction de petits barrages, de moyens barrages. Il y a quelqu'un parmi vous qui va poser la question avec lui-même, qui va dire comment, dans un temps de sécheresse, et on va continuer de construire des petits barrages, des moyens barrages. La réponse est assez claire. Pourquoi? Parce que les changements climatiques, ils ont des effets néfastes pour l'économie marocaine, mais aussi ils ont des avantages. C'est-à-dire que, par exemple, les inondations qu'on voit au sud-est, par exemple à Zagoura, à Mohamed Rizlan, à Tata, etc., si on n'arrive pas à rassembler cette eau-là, on n'arrive pas à la rassembler, elle va partir vers l'océan Atlantique. Donc, par exemple, les inondations qui ont eu lieu l'année dernière à Tata ou bien à Zagoura, pour avoir un chiffre, c'est l'équivalent de l'eau potable pour la population de la ville de Zagoura et de Tata pour 3 ans. Alors qu'on n'arrive pas à rassembler. C'est pour cela que voilà il y a les quatre piliers de la stratégie par rapport à la question par rapport à l'eau. La deuxième vulnérabilité qu'on devrait travailler et qui touche essentiellement la croissance, qui touche essentiellement le pouvoir d'achat et le développement du Maroc, c'est la question de l'énergie. À chaque fois qu'il y a une augmentation au niveau du baril, au niveau de Rotterdam, on commence à se trembler et à avoir peur. Et la grande preuve, c'est avril 2022, lorsque le baril a atteint 140 dollars par baril, et les gens ils ont commencé à consommer de gasoil et de l'essence ici au Maroc à 15 dirhams, 16 dirhams, 17 dirhams, ce qui n'était jamais le cas pour le Marocain. Et on sait très bien que l'énergie, c'est le moteur de la croissance et c'est le moteur de l'économie de manière générale. Donc, on ne peut pas continuer là-dessus. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui 2 objectifs intermédiaires. Il y a un objectif d'ici 2030, avoir un mix énergétique de 52% à travers les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, ou bien le solaire, ou bien l'hydrogène vert, ou bien le dessalement d'eau. Et d'ici 2050, d'avoir 70% dans notre mix. C'est-à-dire, en chiffres, le Maroc va passer d'un pays importateur de l'énergie, et surtout l'énergie, on peut dire l'énergie sale ou bien l'énergie noire, à un exportateur de l'énergie verte, qui est très demandé par notre partenaire essentiel, qui est l'Union européenne. Donc si on arrive à régler cette problématique, mais le grand problème qu'on a, c'est la contrainte du temps. On ne peut pas attendre d'ici 2030 ou bien après 2030. Il faut qu'on travaille avec une vitesse assez. C'est pour cela qu'ils sont appelés des programmes d'urgence. Et la troisième grande vulnérabilité qui est au niveau central, au niveau Maroc, à l'échelle nationale, c'est la question de la corruption et la question de la rente. On ne peut pas attirer des investissements étrangers, on ne peut pas promouvoir l'initiative privée ici au Maroc si on n'arrive pas à régler la question de la rente et la question de la corruption. Je parle de la corruption dans toutes ses composantes, la petite, la moyenne et la grande corruption. La petite corruption qu'on donne à le petit fonctionnaire pour avoir un acte de naissance, un certificat de résidence, pour accélérer le processus d'un passeport, etc. À une corruption moyenne, moi j'ai un business, j'aurais besoin d'une attestation d'exercice, etc. Donc c'est la corruption moyenne. Ah, la grande corruption, c'est pour les marchés publics, pour la commande publique de manière générale, parce qu'il a un impact assez essentiel. Donc il faut qu'on travaille sur ces éléments-là. Et il y a aussi la troisième grande vulnérabilité, toujours dans la question de la gouvernance, la question de la rente et la question de la corruption, c'est la question de l'efficacité. Aujourd'hui, lorsqu'on a parlé ce matin, lorsqu'on a parlé de l'investissement public, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas dans les enveloppes budgétaires allouées au secteur. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle, aujourd'hui, on a augmenté l'enveloppe budgétaire pour la santé et pour l'éducation à 140 milliards de dirhams. Est-ce que c'est la bonne solution ? Ce n'est pas l'argent qui manque aux Marocains, mais c'est la manière avec laquelle on va dépenser cet argent-là. Et les indicateurs au niveau international, ils sont clairs. Aujourd'hui, il y a un indicateur qui s'appelle l'indicateur ECOR, qui parle de l'efficacité de l'investissement public dans les pays. Qu'est-ce qu'il dit cet indicateur? Cet indicateur, il dit que la moyenne au niveau international, il est à 6%. C'est-à-dire 6% du PIB
doit créer un point de croissance. Au Maroc, qu'est-ce qu'on fait? Au Maroc, on est à 10-11%, c'est-à-dire presque le double de la moyenne mondiale. Il faut qu'on contribue avec 10%, 11% dans notre PIB pour avoir un point de croissance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a 30% de l'investissement public, de l'investissement de manière générale, pour avoir vers la fin 3 points à 4 points de croissance, ce qui n'est pas suffisant pour l'économie marocaine. Et lorsqu'on se compare avec des pays voisins, on ne va pas y aller vers l'Espagne, ou bien vers la France, ou bien vers l'Afrique du Sud, on va y aller vers une économie similaire à notre économie. On va parler de l'économie égyptienne, par exemple. L'économie égyptienne, ils sont à 3%. Ils sont à 3%. C'est-à-dire 3 points de PIB, il arrive à créer un point de croissance. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'Égypte, l'économie de manière générale, elle est gérée par l'armée. Et c'est l'armée, on voit qu'il y a la discipline, il y a pas mal de choses. Donc c'est pour cela qu'il y a une certaine comparaison. Donc on ne peut pas continuer si on n'arrive pas à régler cette question de l'efficacité des investissements. Donc ça, c'est un petit peu le contexte global. Le NMD, il parle aussi pour atteindre ces objectifs, il faut que le secteur public contribue à la création de la richesse, il faut que le secteur privé participe et contribue à la création de la richesse, et il faut aussi que le tiers secteur, c'est-à-dire les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, aussi contribuent à la création de la richesse. Le problème qui se pose ici au Maroc, et c'est pour cela qu'on va un petit peu ouvrir le débat, c'est qu'il n'y a pas une adéquation entre la participation des associations, des coopératives et qu'est-ce qu'on attend de cette coopérative-là. Par exemple, moi je vais citer un exemple assez concret. Moi je qualifie la société civile, surtout les associations et les coopératives, je ne parle pas des fondations parce qu'elles ont un caractère assez spécial, mais surtout les associations et les coopératives, elles sont là comme on peut le qualifier avec le bras armé du développement du pays. C'est-à-dire qu'il vient à la place de l'État. Et je vais citer quelques exemples assez concrets. Par exemple, on aimerait bien régler la question du préscolaire. Ce n'est pas l'État qui va s'engager. Ce n'est pas le ministère d'enseignement national d'éducation nationale qui va en travailler, mais on va sous-traiter tout le préscolaire à des associations marocaines qui vont travailler surtout dans le monde rural. Au Maroc, on a un taux d'alphabétisation qui est assez élevé. Pour régler cette problématique, on va sous-traiter cette question-là aux associations. Par rapport à l'NDH, la même chose. Par rapport à pas mal d'autres projets, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que aujourd'hui, nous avons deux secteurs. Nous avons un secteur privé qui travaille, qui a une vocation économique, mais il doit jouer son rôle social. Par exemple, ici, lorsqu'on voit, il y a groupe Al-Makor, à travers leurs bras, la fondation Al-Qadr Ben Saleh, c'est la responsabilité sociétale du groupe. Mais le tiers secteur, les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles, ils ont une vocation sociale, mais il faut qu'ils travaillent sur leur modèle économique. Si on n'arrive pas à régler le modèle. Et l'exemple flagrant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes, moi je peux qualifier ça n'engage que moi, nous sommes dans une situation d'un tissu du tiers secteur qu'on peut le qualifier avec un phénomène d'assistanat. C'est-à-dire, les associations, elles sont là. S'il y a une subvention de la commune, s'il y a une subvention de la province, s'il y a une subvention de la région, s'il y a une subvention d'un organisme international, l'Union européenne, l'UNICEF, les Nations Unies, la BIT, etc., etc. Donc, elle est là. S'il y a une subvention par rapport au secteur privé, elle est là. Mais, une fois que la subvention se termine, l'association, elle va y aller vers le déclin. La même chose pour les coopératives, la même chose pour pas mal de secteurs. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose, et c'est ça qu'on aimerait bien la travailler, c'est comment faire passer ce tiers secteur vers la création de la richesse, la création de la valeur ajoutée, la création de postes d'emploi, mais à travers une vocation soutenable et durable dans le temps. C'est-à-dire comment ces coopératives et ces associations peuvent travailler sur là-dessus. Bien évidemment, il y a une entrée juridique, parce qu'aujourd'hui, la dame de l'OCDE ce matin, elle a soulevé essentiellement, on ne peut pas comparer une entreprise ou bien une grande entreprise
avec une association ou bien une coopérative. Et je vais vous citer un exemple. Aujourd'hui, pourquoi il y a moins de déclarés à la CNSS? Parce que lorsqu'on va déclarer un agent qui travaille dans une association ou bien dans une coopérative, c'est la même chose que dans une entreprise privée. On va payer 21% pour lui à la CNSS entre la part patronale et la part salariale, et on va payer l'impôt sur le revenu comme un revenu d'un monsieur qui travaille dans une multinationale marocaine, ou bien d'une multinationale au niveau international, ou bien dans une entreprise, une banque, une assurance marocaine. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut au moins avoir des privilèges pour ces associations et ces coopératives. Donc on ne peut pas continuer à travers les chartes sociales. Et ça, il faut que le tissu du tiers secteur, que ce soit les mutuelles, les fondations, les associations, les coopératives, travaillent sur un plaidoyer dans ce sens-là. C'est-à-dire il faut travailler sur un plaidoyer pour qu'on ne soit pas considéré comme des associations. Il y a le gouvernement qui va sortir la réponse qui est déjà assez prête, c'est que si on ouvre la porte pour les associations et pour les coopératives, il y aura pas mal d'entreprises et pas mal de secteurs privés qui vont utiliser cet outil-là pour déclarer des gens qui ne sont pas dans l'associative, dans le coopérative, mais en faisant semblant. Et l'exemple flagrant, c'est l'auto-entrepreneur. On a fait sortir un statut assez intéressant. On paie 0,5% de l'impôt sur le revenu, ou bien 1% pour les services. Et malheureusement, il y a pas mal d'entreprises de grande taille, de moyenne taille, de petite taille qui ont fait sortir leurs salariés de la CNSS et ils sont passés vers l'entrepreneur en leur disant que vous allez gagner 1000 dirhams ou 500 dirhams de plus. Alors qu'entreprise, elle a gagné 3000 dirhams ou 4000 dirhams, même 5000 dirhams de plus. Donc on a faussé le schéma à travers les démarches. Mais ça, ce n'est pas le rôle des associations ou bien le rôle du coopératif, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle du gouvernement. C'est le gouvernement qui devrait aller vers l'entreprise qui fausse le schéma ou bien qui ne travaille pas. Mais ce n'est pas. Et on ne peut pas mettre dans le même panier les bons avec les mauvais. C'est pas parce que moi, par exemple, je suis un livreur à Glovo, je travaille avec un seul client qui est par exemple Glovo, j'arrive à gagner 8000 dirhams, 9000 dirhams par mois. À un moment donné, je devrais déclarer 30% de l'IR. C'est pas possible. C'est comme on taxe la productivité. C'est-à-dire on dit aux gens, on ne travaille pas assez. Travailler avec le strict minimum. C'est-à-dire moi, il faut que je reste sur 5000 dirhams, 6000 dirhams par mois. Ou bien, la solution la plus simple, c'est qu'au lieu de rester dans le formel, avec une CNSS, avec un impôt sur le revenu, je participe au contribuable marocain, je vais aller vers le secteur informel avec tous ces défaillances. Donc on ne peut pas continuer dans ce sens-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille dans ce sens. Et le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, il faut... Moi, je ne suis pas contre les subventions, je ne suis pas contre le mécénat, je ne suis pas contre les programmes. Mais aujourd'hui, il faut qu'on passe des subventions à une coopération gagnant-gagnant avec des indicateurs. C'est-à-dire, moi, il y a une association qui va travailler avec moi, ou bien une coopérative, je vais travailler sur la coopérative, mais sur un projet qui va durer dans le temps. C'est-à-dire, à travers des indicateurs bien indiqués pour assurer la soutenabilité et la durabilité du projet. Et ça aussi, c'est aussi le rôle de l'État. Par exemple, aujourd'hui, on a, que ce soit sur la charte d'investissement, ou bien sur l'investissement public de manière générale, quels que soient les départements ministériels, ou bien des collectivités territoriales, ou bien des entreprises et institutions publiques, il y a une partie réservée aux auto-entrepreneurs et aussi aux coopératives. Mais sur le terrain, il y a du tout. Il y a le décideur public qui dit que moi, je ne vois pas dans le terrain une coopérative assez solide pour répondre à un bon de commande ou pour répondre à un marché, ce qui n'est pas faux. Mais aussi, il y a aussi des coopératives, des associations, des entrepreneurs qui peuvent travailler là-dessus, mais qui n'arrivent pas à accéder à la commande publique. Donc aussi, il faut qu'on travaille sur ces éléments-là. Et je vais récapituler avec un dernier élément. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé c'est une opportunité d'or, parce que on a un indicateur qui est majeur on ne devrait pas le négliger. C'est la question du vieillissement de la population.
le Maroc aujourd'hui, il n'a que 2025-2050. Ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, entre 2025 et 2050, notre pyramide, il va rester sur une pyramide de population basée un petit peu à travers les jeunes. Mais en 2050, on va commencer à avoir les mêmes problèmes qui sont aujourd'hui au niveau de l'Europe ou bien au niveau de l'Asie. Parce qu'on va commencer à travers un vieillissement de la population qui va nécessiter un accès aux soins qui est assez intéressant et des problèmes dans les caisses de retraite, des problèmes pour les impôts, parce que ce sont des gens qui ne vont pas contribuer à quel que soit à la TVA, ou bien à l'IS, ou bien à l'IR, ou bien à d'autres impôts, et moins de gens qui travaillent dans la sphère active. C'est pour cela que 2025-2050, c'est une période cruciale pour l'économie marocaine pour y aller vers l'avant. C'est pour cela que le tiers secteur, quelles que soient les associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles, ils ont un rôle à jouer et un rôle assez essentiel. Je m'arrête là pour vous donner la parole un petit peu pour qu'on commence à débattre et à discuter. Marhaba, tfaddal. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est intéressant. D'ailleurs, vous avez parlé de certains obstacles par rapport au développement des investissements au Maroc. Vous avez cité déjà la corruption et la corruption ici, le facteur de la légalité de chance et tout ça. Mais il faut d'abord supporter plus les investissements des émergents à travers des mesures d'incitation, d'encouragement plus efficaces, des obstacles financiers et tout ça. Il y a des gens qui proposent, par exemple, je donne l'exemple de l'oriental, bien dans des établissements qui sont capables de créer de la richesse, ou bien ils ont la capacité d'encourager les investissements, que ce soit au CRI ou bien d'autres organismes étatiques, mais c'est eux qui créent des obstacles. Bien sûr. Je connais des exemples, par exemple, quelqu'un qui a décidé, un émireur qui a décidé de rentrer au pays pour créer une unité de production, et va générer plus ou moins 2000 emplois. On connaît bien les deux régions, ce sont des régions où il y a le taux de chômage très élevé chez les jeunes. Donc ils trouvent des difficultés, des problèmes au niveau d'incitation. Il n'y a pas vraiment des offres. Il y a aussi l'intermédiation des gens qui sont des fonctionnaires de l'État qui proposent des cabinets pour faire des études. Oui, oui. Je partage totalement cette vision par rapport au MRE et moi je peux en citer des exemples assez concrets. L'année dernière, en 2024, nous avons reçu des transferts des MRE ici au Maroc, l'équivalent de 115 milliards de dirhams. C'est presque 12 milliards de dollars. Ces 115 milliards de dirhams, ils sont répartis en 3 catégories. Il y a la première catégorie, c'est la solidarité familiale, à peu près entre 60 et 70%. Donc ils partent vers les familles, c'est à travers les parents, les frères, les sœurs, etc. pour couvrir leurs charges au quotidien. Il y a entre 20 et 30% qui passent vers l'épargne dans les banques marocaines, et c'est un élément essentiel pour le financement de l'économie marocaine. Et il y a 10% qui passent vers l'investissement. Pire encore, sur les 10%, il y a seulement 1% qui passe vers des investissements productifs. Mais les 9% qui restent, c'est soit les cafés, les restos et l'immobilier, qui ne créent aucun poste d'emploi, ou bien des postes d'emploi assez faibles, assez minimes. Donc moi, je partage cette vision-là, et il faut qu'on travaille. Sa Majesté le Roi, l'année dernière, dans son discours du trône, il a insisté sur une stratégie intégrée pour les Émirats, parce que le Marocain résident à l'étranger, il n'a pas le temps. Il vient au Maroc pour 2 semaines, 3 semaines, grand maximum, 1 mois, grand maximum. Je parle des États-Unis, Canada, les pays du Golfe, l'Europe, etc. Donc, il ne peut pas, pendant 3 semaines, 4 semaines de vacances, qu'il va y aller et qu'il va rester entre les administrations, entre le CIR, etc., pour chercher des autorisations à droite et à gauche, et les gens qui incitent, les cabinets qui veulent passer par l'autre, etc. Donc, ça, il fait perdre au Maroc
l'équivalent de 30 à 40 milliards de dirhams. Si on le compare avec ce qu'on attire des investissements étrangers, c'est presque l'équivalent. C'est-à-dire pourquoi on va y aller chercher des investissements étrangers qui vont venir au Maroc avec des privilèges et avec pas mal d'éléments qui sont très positifs, alors qu'on a déjà un stock d'investissements et de l'argent des Émirats ici au Maroc. Mais comme tu viens de le dire, par rapport à la facilitation, par rapport au projet, aujourd'hui, il y a quand même, il y a une... moi, je peux citer un exemple qui est assez positif, c'est à travers le ministère du Tourisme. Aujourd'hui, il y a un portail sur les opportunités d'investissement en matière de tourisme. Il y a un site, je ne me rappelle pas de son nom, mais il y a un site dans lequel on voit qu'il y a déjà des fiches techniques avec le business plan et avec le montage financier. C'est-à-dire, voilà, il y a un monsieur qui va faire du scuba diving, par exemple, à Al-Husseima, parasailing à Saïdia, l'autre qui veut faire un petit snack, une caravane à côté de la plage, etc. Et des moyens et des grands investissements. Et chaque investissement, il y a le montage financier, ça va coûter combien et quelles sont les démarches à faire. Donc, on fait gagner à l'investisseur, c'est sûr pour les MRE, au moins entre 6 mois et 1 an, ce qui est essentiel. Cet exemple-là, cette bonne pratique, il faut la généraliser sur pas mal. Et surtout pour les CRI. Les CRI sont des régions d'investissement, c'est leur rôle, c'est leur vocation principale, c'est de faciliter l'investissement, quels que soient des Marocains, des étrangers ou bien des Marocains résidant à l'étranger. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est le rôle d'encourager. Merci beaucoup pour votre contextualisation et pour votre intervention. Et là, je voudrais peut-être faire de petites remarques Oui. par rapport notamment au tiers secteur. Et bien sûr, son apport par rapport au PIB. Donc, quand on parle coopérative, il faut quand même nuancer entre coopérative et associative. Bien sûr. Les coopératives, c'est un secteur de production ou de commercialisation, peu importe. C'est une AGR ou une AGE. Et donc, on peut facilement calculer son apport au PIB. Par contre, par rapport aux associations, et c'est là où il y a le hic, là où il y a une petite pensée à faire ou une petite réflexion à faire, parce que, comme vous l'avez bien dit, on est positionné quelque part entre privé et État. Tout à fait. Et donc, soit on fait le service que doit faire l'État, soit on fait le service que doit faire le secteur. Effectivement. Donc, on est en train de remplacer les uns et les autres. Et donc, pour moi, il y a possibilité que les gens participent. Les bénéficiaires, ou plutôt les bénéficiaires, selon les nominations. Et puis, il y a aussi, comme vous l'avez bien dit, gagnant-gagnant dans une perspective de durabilité entre soit État et association, soit secteur privé et association. Oui. Parce qu'on est en train de faire leur travail. On forme leurs employés. Oui. On remplace un peu on complète un peu l'éducation, on complète un peu les autres secteurs, et donc dans tous les secteurs. Puis, il y a l'élément important qui est d'intérêt public. Là où on intervient en faisant quelque chose qui revient de l'intérêt public. Mmh. Normalement, c'est un paiement de l'État qui doit venir direct, qu'on ne doit pas réfléchir. Ce qui me fait plutôt penser, c'est que par rapport aux subventions internationales, à mon sens, il y a besoin de réfléchir. On a vu un peu ce qu'a fait le retrait des fonds des États-Unis au Maroc, dans ce sens, et les nombres de bénéficiaires qui ont manqué un peu leur... Je sais qu'il y a quelque part une école qui allait être construite, qui n'a pas été construite. Et puis, combien d'employés ne sont plus là? Et donc, pour revenir, et notamment je parle des employés directs, par rapport en relation par rapport aux bénéficiaires directement. C'est des enseignants, c'est des encadrants, c'est des animateurs, c'est des assistants sociaux et tout. Et donc, je crois que là où il y a et sont impliquées les personnes, les fonds internationaux ou de la coopération internationale ou bilatérale ne doivent pas s'y mettre. Ils restent dans les stratégies, dans le renforcement de capacités, mais pas au niveau
des personnes parce qu'on touche à la population définitive. Et quand on touche à la population définitive, ça devient grave et ça renverse un peu l'impact qu'on cherche. Et donc pour moi, c'est que je crois que déjà l'intérêt au niveau public, au niveau privé, doit augmenter. Et l'autre élément, ça a été dit le matin, peut-être par le secrétaire d'État, qui est repenser un peu le tiers secteur pour qu'il ne continue pas à être à la marge. On se dit aujourd'hui, il est à la marge. Oui. Il travaille avec les personnes à la marge et il est aussi, c'est un secteur à la marge. Donc il y a une dame, un directeur d'une grande association, et sa mère lui dit aux gens, il est là en train de travailler dans une association en attendant de trouver un travail. Oui, bien sûr. Alors qu'il était là, il touchait très bien. Bien sûr, il y a un bon cadre. Pour donner un peu cette image, comment elle est. Et donc, à mon sens, pour ce secteur, c'est important de revoir un peu, de le réfléchir, de le repenser avec les acteurs nationaux d'abord. Je ne nie pas l'importance de la collaboration internationale, de la coopération internationale bilatérale, je ne le nie pas, mais il faut la repenser. D'abord, et puis la repenser dans une création de richesse, parce que notre argent, c'est lui qui crée la richesse. Ce n'est pas l'argent de l'investissement extérieur, vous le connaissez bien. À mon avis, il est mitigé. Il est mitigé. Alors, je suis un petit peu sur les deux avis. Un petit peu sur... ça ne me dérange pas que la coopération internationale, même dans des projets pour les bénéficiaires, ça ne me dérange pas. Mais aussi, il ne faut pas que l'État se retire de sa vocation principale. C'est ça l'essentiel. Mais moi, le grand problème que j'ai, c'est que il y a des associations, il y a des coopératives, il y a des fondations, il y a des mutuelles qui sont là depuis des années, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, mais s'ils n'arrivent pas à travailler pendant une année, c'est fini. Ce n'est pas possible. Donc leur modèle économique, il n'est pas bien préparé. Et moi, je vous donne un exemple. Pardon ? Il n'y a pas de modèle économique. Et moi, je vous donne un petit peu un exemple au Maroc qui est une success story. C'est un petit peu à la marge du tiers secteur, mais avec laquelle on peut prendre des leçons. C'est la manière avec laquelle on gère les mosquées au Maroc. La manière avec laquelle on gère les mosquées au Maroc, c'est une success story. Pourquoi ? Parce qu'il y a, soit c'est l'État qui construit une mosquée, soit c'est quelqu'un du secteur privé, un donateur qui va créer la mosquée, soit les gens, entre nous, on va rassembler des dirhams à droite et à gauche et on va construire une mosquée. Mais, quelle que soit la situation, le ministère des Habous et des Affaires islamiques, il oblige à la mosquée d'avoir un modèle économique. Pourquoi ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle mosquée, vous voyez qu'il y a des attaras, des coiffeurs, à côté. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas continuer à subventionner de la mosquée. C'est-à-dire que c'est la mosquée elle-même qui va financer son projet. Moi, par exemple, aujourd'hui, je peux vous citer un exemple. Pourquoi aujourd'hui, on interdit aux associations de facturer, par exemple, des prestations ? C'est assez simple. Aujourd'hui, il y a un ministère, il y a un département ministériel qui souhaite faire une enquête. Par exemple, dans une commune, dans une province. Au contraire, l'association, elle est mieux placée parce qu'il a ses enquêteurs sur le terrain. Il connaît très bien le contexte. Il surpasse, il parle l'arabe, il parle amazigh, il parle espagnol, il parle français, il parle hassaniya, il parle tchlhit, il parle tout. Et on dit à cette association, non, on ne peut pas te donner de l'argent parce que tu ne peux pas facturer. Et on va faire appel à un bureau de consulting qui va travailler sur le terrain, bien sur l'enquête, à distance. C'est possible. Mariam. Moi, je voulais interagir par rapport à Karim. Merci, Karim. C'était très inspirant. Merci, Mohamed, aussi pour l'introduction. J'ai un souci avec les attributions et les attributions propres des institutions. Quand on parle des tiers secteurs et quand on parle de nous, et il y a quand même des assez large de tutelle qui doivent être connues et reconnues par toutes les parties prenantes.
Si on veut aller dans une perspective de développement d'un PIB social, comme ça a été réfléchi au début, moi je pense qu'il faut commencer par la revue des processus de planification régionale. Oui. On ne peut pas parler de développement de l'économie sociale et solidaire, alors que la région est le premier responsable. Bien sûr. À l'égard du gouvernement et de l'État pour la création de l'emploi et pour le développement économique. Donc, le premier déficit qu'on a d'après une modeste expérience avec les régions, c'est que on n'a pas de processus de planification qui sont inclusifs. Parce que donc, les deux vitesses, ils n'existent pas au niveau juste... Même dans la même région. Même dans la même région. On a les deux vitesses dans les mêmes régions. On a des provinces qui souffrent à l'intérieur et on a des provinces qui sont promues. Donc, l'équité entre les provinces déjà et la répartition équitable des richesses et des biens et la solidarité territoriale entre les provinces, il y a le premier pas pour avoir au moins une compréhension et une conscience collective qu'il faut avoir un PIB social. Effectivement. On est à l'étape, on n'a pas de conscience collective déjà. Ça, c'est de un. De deux, je pense que on a un sérieux problème avec les comptes spéciaux au Maghreb. Oui. On a l'INDH, on a beaucoup d'opportunités de financement. On a le fonds de l'exclusion sociale, on a Baramish Fak al-Uzla, on a l'agence de Sud, on a beaucoup d'agences et on a énormément de comptes spéciaux qui n'ont aucune évaluation d'impact. L'impact des comptes spéciaux sur les personnes, sur les individus, sur les ayants droit qui sont nous, n'existe pas. Donc, on ne peut pas parler de modèle économique alors qu'on est en train d'expérimenter Oui. depuis les années 50. Et ça, je trouve que c'est assez grave. Et pour moi, on n'a pas besoin de politique publique nouvelle, on a besoin d'un temps pour respirer, pour évaluer ce qu'on avait déjà fait et pour faire des évaluations profondes. La rotation de rôle des associations, il est important. Bien sûr. Parce que l'expertise qui existe chez les associations n'existe pas dans les institutions. Tout à fait. Je suis désolée, il y a beaucoup de potentiel dans les associations. À mon avis, il faut aller dans un sens d'évaluer déjà l'existant et de pousser vers l'évaluation des lois parce que bien sûr. On n'a pas de mécanisme de mesurer l'impact des lois et les citoyens. Et on est en train de produire des lois, d'abord la loi sur l'économie sociale et solidaire qu'on avait attendue depuis 7 ans, et on aura les élections l'année prochaine. Est-ce qu'on aura le temps d'assimiler? Alors, on n'a pas le temps, oui. Parce qu'on a un temps politique et on a un agenda parlementaire qui est trop serré. Nous, en tant que citoyens, en tant qu'activistes, ou là, quelle que soit notre posture, on n'a pas le temps de suivre Hedchi. Et on ressent, c'est voulu. La pression mentale et psychologique, elle est voulue pour qu'on soit dépassé, alors qu'on n'a pas à être dépassé. On peut jouer aussi les rôles consultatifs et les rôles citoyens dans les règles de l'art, à travers les mécanismes de participation qui sont là. Donc, merci Mariam. Merci beaucoup M. Mohamed pour votre introduction. D'ailleurs, ma question sera un peu précise. Je serai un peu une vision micro. Vous avez cité lors de votre présentation le rôle de l'NMP. Donc, et vous avez aussi cité les deux vitesses. Vous avez dit on a une première vitesse du Tanger à El Jadida et le reste c'est la deuxième vitesse. Moi je viens d'une région du sud, je viens du Dakhla, donc on a des stratégies territoriales peut-être ambitieuses pour le futur, mais malheureusement au niveau local, il n'y a pas de stratégie qui ressemble aux stratégies visionnées par le centre à notre région. C'est ça le problème. Donc, au niveau des communes, au niveau des conseils provinciaux, au niveau aussi du conseil régional, nous trouvons toujours la corruption. Pas des responsables, mais il y a toujours quelqu'un qui appartient à ma partie, donc je vais le citer, je vais le faire en première ligne, les autres c'est après. Et ça donne bien sûr un rythme un peu
ça démoralise le taux de dynamisation au niveau régional de Dakhla. Et concernant les associations et le troisième, les secteurs tiers, je vois qu'au niveau régional, les associations peut-être, ils jouent bien sûr un rôle très important et plus fort que d'autres institutions, que leur rôle doit être joué, mais les associations le jouent. Mais les associations restent toujours à part, juste pour les campagnes comment dire, électorales, pour rassembler les gens, mais lorsqu'on, par exemple, on a un projet au niveau régional qu'il faut une participation citoyenne par les habitants de la région, il y a toujours une minoration du rôle du secteur des associations. Et ça, bien sûr, ça a créé une troisième peut-être vitesse, non seulement pas accélérée, mais on peut dire morte. La question que j'ai, c'est que si nous voulons, par exemple, nous, à Dakhla, atteindre la première vitesse des régions des Nord, on a par exemple le plus grand chantier actuellement à la région, c'est le port Atlantique. Ça, bien sûr, ça va aider à faire ouvrir la région au niveau mondial, soit au sud ou bien vers l'ouest, mais aussi vers l'est à travers le Tchad et les différents pays africains subsahariens. Mais au niveau régional, il y a toujours un pensée lucratif, personnel, des responsables. Et ça limite les investissements à haut niveau, à une valeur ajoutée de haut niveau. C'est pour ça qu'on reste toujours à Dakhla dans les petits métiers, dans les petits projets. Donc on peut pas. je suis là. شوف انا محمد جدري دو ناتور je suis quelqu'un d'optimiste déjà. C'est optimiste déjà انايا je suis quelqu'un d'optimiste. هو عاوتاني شوف عاوتاني ما لقيصر لقيصر وما للملك للملك باش تنتفاهموا عليها. عاوتاني il faut pas oublier un élément qui est essentiel. On vient de loin. شوف je vais vous donner des exemples ما غيجيكمش الدماغ. On vient de loin. L'autoroute Casa Marrakech 2006, c'est hier. C'est pas les années 90, les années 70. L'autoroute Agadir 2010. L'autoroute Sidiel Oujda 2011. L'autoroute de Blimillal 2014. L'autoroute de Asfi 2016. TGV de Farhanin Bih 2018. TGV de Marrakech 2029. Le port Tanger hier. Le port Atlantique, j'ai une vie. L'automobile, ça a été un rêve. Et on était dans l'assemblage. Aujourd'hui, nous sommes dans une industrie. On fait construire des voitures ici au Maroc, avec un taux d'intégration qui dépasse largement 64%. On est à 70%. L'aéronautique, c'est la même chose. Les provinces du Sud, كانوا très avancés par rapport au Maroc, parce qu'ils avaient un NMD spécifique aux provinces du Sud, avec une enveloppe de presque 96 milliards de dirhams. Avec la voie express Tiznit Dakhla, il va changer. Mais si le voyage entre l'Europe et le Sud, il va être une révolution pour l'Afrique de l'Ouest. Avec le port Atlantique, si vous êtes en mesure de comprendre nos ennemis, qu'est-ce qu'ils font? Je ne parle pas de l'Algérie. Je ne parle pas de l'Algérie. Je parle des ennemis assez conséquents. Je parle de l'Espagne par exemple. Je parle de l'Allemagne. Je parle de la France. Alors, je suis un port Atlantique. Parce que c'est un port qui va être en grande concurrence avec leur port. Donc on vient de loin. On vient de très loin. Moi, ce que je regrette au Maroc, c'est que, et ça, c'est ça l'élément essentiel, c'est que notre vitesse d'infrastructure et notre vitesse de croissance et notre vitesse de développement n'est pas la même vitesse pour le capital humain. C'est ça le grand problème. Et on a un troisième, un grand problème, c'est qu'on ne communique pas avec les Marocains.
Il n'y a personne. Je vous donne un exemple assez concret. Ces derniers temps, les dernières semaines, شفنا بأن مبغيناش التيرانات، مبغيناش كأس العالم، بغينا الصحة أولا. ياك؟ ولكن اسكو vous rappelez بأن لي سي اش يو كانت عندنا في المغرب غير اون رومور. كان عندنا ان سي اش يو à Casa. Tous les gens du sud ils viennent à Casa. وكاع الناس de l'oriental et الناس de le nord كيجيو للرباط. Aujourd'hui, on a un CHU à Oujda avec une faculté de médecine et de pharmacie. On a un CHU dernier cri de Tanger avec une faculté de pharmacie et de santé et de médecine. عندنا فاس الرباط عندنا un CHU جديد كيتعاود. كازا لا ميم شوز. مراكش اكادير va être bientôt. العيون bientôt. وعندنا لا ريجيون بني ملال et Rachidiyya et Goulmim dans les 3 années à venir. Bien sûr, un médecin, ماشي بطونة. C'est 7 ans, 10 ans, 11 ans, 14 ans on peut pas. Et aussi, on va pas faire travailler des médecins avec des monotes. ماش نديهم بالمينوت نديهم لوبيتال. راه les gens qui partent en Allemagne ou là au Canada parce que c'est au-delà de leur volonté. Moi, je travaille ici au Maroc, je vais travailler avec 20 000 dirhams, 25 000 dirhams. Il y a quelqu'un qui vient vers moi qui me dit, je te donne 3 000 euros avec éducation pour tes enfants, avec 2 billets d'avion. واخا تكون زعما patriotiste حتى للنخاع. À un moment donné, la vocation individuelle et personnelle كتقول لك خويا اسمح لي وغتمشي. صوب لك تحمق. صوب لك تحمق ما زعما ما قبلش واحد 5000 اورو تقول لي لا نبقى المغرب حاجه المغرب زوين ما يمكن سكي عاوتاني اون بو با عاوتاني نشدوا الناس بلي بونوط نقول لهم لا ودا ترافايي مي هادشي s'il y avait une bonne communication, par exemple au moment lorsqu'il y avait les stades, la Coupe du Monde, etc., et aussi on communique sur les CHU, sur les petits patelins, ce qu'on fait par exemple à l'House, sur la répression des participants, quand le citoyen réchauffe. Mais lorsque tu ne communiques pas sur tes projets et sur tes politiques publiques, et il y a quelqu'un qui communique sur le mal, bien sûr, c'est le mal ou la rios. Par exemple, le dernier rapport de Le ACP. La mentionné la première au niveau national par rapport au personnel, les revenus personnels des personnes. Donc si on compare ça avec la réalité, bien sûr, ça va, les habitants de Dakhla disent « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais au niveau des statistiques, c'est réel. Mais le problème, c'est comme que je dis, c'est l'exécution. Il faut avoir une connectivité entre les secteurs. Effectivement. Madame a cité qu'on a assez des comptes privés, on a assez des caisses personnalisées, mais leur impact, malheureusement, il faut que les institutions responsables qui jouent le rôle de gouvernance jouent son rôle. اتفق معك à 100%. Voilà, on prend une dernière question. Pour compléter ce qu'il y a dit. C'est Karim. Donc, je travaille personnellement sur un programme de développement de coopération internationale, Ouais. coopération belge, non gouvernementale. Donc, dans les régions de Fesnikna, c'est le milieu rural, le développement communautaire intégré. On cible 4 thématiques, notamment la santé, l'éducation et l'entrepreneuriat agricole non agricole. C'est vrai que la santé reste une ligne rouge pour l'État, on ne peut pas vraiment faire grand-chose pour des raisons X, Y. La coopération maintenant, on ne cherche plus à prendre en charge les frais d'accompagnement, de travailler directement avec la cible. Donc ils ont des stratégies, notamment l'alignement avec les politiques publiques, pour que ça change. La complémentarité dans la mise où leur problème, ce n'est pas le chômage, c'est le problème de l'État marocain. Effectivement. C'est des approches transversales, donc notamment le genre, la participation de la femme, l'environnement. Ils veulent investir vraiment dans tout ce qui est environnement, tout ce qui est protection de l'environnement. Aussi l'amélioration des conditions de vie de la femme et les jeunes filles en milieu rural. Donc ils ont des chances. Ils ne veulent vraiment pas prendre en charge les coûts d'accompagnement. Oui, merci. Surtout avec la réduction des fonds maintenant. À travers l'Allemagne, la France. Très bien. Madame ? Moi, je voudrais juste poser une question par rapport à la thématique de ce panel, qui est la question du PIB social
régionaliser. Ce matin, on a entendu que le tiers secteur était une compétence propre de la région. Et il y avait cette question de rechercher soit une instance qui coordonne. Pourquoi ce ne serait pas la région qui est le mieux placée? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la région, qui doit être le plus près des besoins du territoire, puisse, elle, jouer ce rôle de coordonnateur entre les différents secteurs, privés, publics et tiers secteurs, pour justement générer ce PIB social et répondre au mieux aux problématiques des populations locales et qu'elle puisse avoir, disons, comment est-ce qu'on peut renforcer à elle sa capacitation? Parce qu'il y a un vrai problème au niveau on parle depuis longtemps de la régionalisation, mais on connaît tous que ce n'est pas encore une véritable réalité au niveau du terrain. Tout à fait, tout à fait. Comment est-ce qu'on peut renforcer le rôle de la région? Est-ce que c'est le rôle de l'État? Est-ce que c'est le rôle aussi du secteur privé? Comment rendre justement la région le pivot et le coordonnateur de cette richesse au niveau territorial et surtout au niveau de cette émergence du tiers secteur comme un secteur à part entière? Ouais, madame, chauffe, vous avez touché l'honneur qui est très très sensible. Moi, par rapport à la question de la régionalisation, moi je dis qu'au Maroc aujourd'hui nous sommes dans une situation de stand-by. C'est-à-dire que nous sommes au point mort. On ne veut pas s'arrêter, c'est-à-dire faire frein à main et arrêter la voiture et dire c'est bon, quand c'est bon, ou bien d'accélérer la vitesse. Aujourd'hui, c'est vrai, les régions, les provinces et les communes, ils ont des rôles assez essentiels, quel que soit pour le développement économique, social économique pour les régions, le développement social pour les provinces et le développement de proximité par rapport aux communes. Mais aujourd'hui, nous avons deux grands problèmes. Le premier problème, c'est une question de volonté de l'État. L'État, est-ce qu'ils attendent quelque chose qui va se créer dans les mois à venir, ou bien dans les années à venir pour donner un petit peu, en quelque sorte, des gouvernements locaux, régionaux dans chaque région? Mais aujourd'hui, la tutelle du ministère de l'Intérieur est assez forte, avant, pendant et après. Aujourd'hui, si on compare l'OULI avec le président de la région, il n'y a aucun point de comparaison. Même si le président de la région il va décider, il va dire je vais faire ceci et cela. Si l'OULI n'est pas d'accord, c'est bon, on arrête. Et le deuxième grand problème qui rejoint ce que je viens de tout à l'heure, la question par rapport à la question du capital humain, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une crise d'élite politique. Nous avons une grande crise d'élite politique. Nous avons aujourd'hui nos élus, quels que soient, dans les régions, au Parlement, dans les provinces, dans les communes, ils sont là pour chercher, pour défendre leurs intérêts personnels. Ils vont faire des batailles pour des bons de gasoil, pour des commandes, etc. Mais on n'a pas une élite politique qui va défendre les intérêts de la région, etc. Donc votre question, elle est assez essentielle. On ne peut pas y aller vers un PIB social et régionalisé si les régions ne vont pas jouer leur rôle essentiel. Et la question la plus flagrante, c'est qu'aujourd'hui, on fait des élections en 2021 et les gens ils vont commencer à voter leur PDR, leur plan de développement régional, en 2023-2024. C'est pas possible. Pour un mandat de 6 ans, on fait perdre 12 mois, 24 mois pour finaliser un PDR, alors que normalement, le PDR doit être travaillé soit en amont, soit les premiers 6 mois. Il y a une nouvelle équipe, c'est bon, allez, on fonce et on travaille. On fait 12 mois, 24 mois pour préparer un PDR, et par exemple, on n'a pas le temps pour l'exécuter, et il y aura une deuxième équipe qui va venir, et ainsi de suite. Mariam. Moi, je voulais rajouter 2 points. Le premier point il est lié à la planification financière. Oui. On a les 2 vitesses aussi au niveau de la planification. Le budget de la région, il est réfléchi sur le PDR qui est étalé sur le mandat, donc 6 ans. Le budget de l'État, il est annuel. Donc la loi de finances, il est actuel chaque année. Comment on estime avoir des synergies et de l'efficience financière si on a des programmations qui ne sont pas homogènes. La timeline ou les ressources, donc 70% des budgets, ils sont à mobiliser. Ils ne sont pas là. Donc c'est le premier problème. Juste pour compléter par rapport à la région, ce qui a été initié comme politique publique, l'année dernière, j'avais conduit la mission pour la création des pôles territoriaux de l'économie sociale et solidaire.
c'est le ministère en charge de l'ESS qui avait initié la mission pour effectivement formaliser tout le travail qui se fait au niveau de l'ESS. Donc, l'école, c'est une structure qui va avoir le jour avec la loi qui doit être adoptée. Et c'est elle qui doit normalement formaliser la relation entre l'État et les coopératives. Quel serait le rôle de l'école? C'est beaucoup plus. Déjà, ils sont mis en place à l'échelle régionale. Donc, c'est les régions qui financent en partie et le ministère en partie. Et il y a une grande perspective de mobilisation du secteur privé pour qu'il s'associe. Parce que la perspective, c'est quoi? C'est de pouvoir créer des chaînes de production qui sont propres des coopératives. Donc chaque région doit avoir une chaîne de production comme celle qui existe à Oujda. On a un modèle qui est construit mais qui n'est pas opérationnel à Oujda. Donc la perspective, c'est d'avoir des chaînes de production qui peuvent avoir au moins un revenu stable, permanent, mesurable par rapport au PIB. C'est d'assurer toute la partie soft, l'accompagnement, les opportunités, etc. Et de lutter contre le clientélisme effectivement qui existe dans les subventions. Parce qu'il y a les coopératives qui sont appuyées par toutes les parties prenantes. Oui. Ou il y a d'autres qui sont inaperçus. Donc, le mécanisme, le soft fait beaucoup plus l'accompagnement pour avoir l'accès à l'information à temps réel, pour être assisté dans les formulaires de projet, des appels à projets. D'abord, on a plusieurs canaux. On a le ministère, on a l'INDH, on a كل شيء اللي كيدوز في les pôles territoriaux. Donc, c'est la perspective qui viendra avec la loi, juste pour vous donner un petit... Très bien. Pour répondre à madame, il n'y a pas une volonté politique pour les questions des régions. Moi, je vous cite un exemple assez concret qui date d'hier. Le PLF 2026, sur l'investissement public, il y a aujourd'hui un effort considérable par rapport à l'État marocain. L'année prochaine, on va investir l'équivalent de 380 milliards de dirhams. Sur 380 milliards de dirhams, il y a une grande partie, plus que 100 milliards à travers les départements gouvernementaux. Il y a plus que 100 milliards à travers les institutions et entreprises publiques. Et il y a 45 milliards à travers le fonds Mohamed VI pour l'investissement. Et on vient vers les régions. C'est combien à votre avis? 22 milliards. 22 milliards sur 2 régions. On va un petit peu augmenter pour arrondir 24 milliards d'investissement. Donc c'est 2 milliards par région. Qu'est-ce qu'une région va faire avec 2 milliards? Et en revanche, et on vient et on donne seulement pour un projet, pour attirer les projets territoriaux, etc. Et on leur donne 20 milliards de dirhams. Donc une initiative pour une année, 20 milliards. Et toutes les régions du Maroc, 22 milliards de dirhams. Donc c'est pour cela que tout à l'heure, quand j'ai bien dit qu'on sommes dans une situation de stand-by. Effectivement, nous sommes dans une situation de stand-by régional. Je vous remercie infiniment pour... merci et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.